Coucou. On vient d'avoir un tremblement de terre, j'ai la trouille. Franchement, moi je suis épuisée. C'est dur. Je suis super contente de faire cette vidéo parce qu'aujourd'hui ce sera Readathon. Alors pour ceux qui connaissent pas, par exemple ma famille, les Readathon c'est un challenge de lecture où on va lire pendant 24 heures. En fait on va consacrer 24 heures à la lecture. Mais moi dans ce Readathon je prévois quand même de dormir parce que je ne peux pas lire si je suis fatiguée, c'est impossible, je vais pas me concentrer, je vais rien comprendre. Et puis il faut aussi que je m'occupe de Litchi, mon chien bien sûr. Donc voilà, mais en gros le but c'est d'essayer de lire le maximum de temps pendant 24 heures. Je me prévois pas une pile à lire, mais plutôt une pioche à lire. J'ai sélectionné quelques romans à lire pendant ce readathon et je vais voir en fonction de mon feeling. En tout cas, sûr et certain, le premier livre que je veux lire, c'est Home Before Dark de Riley Sager, parce que c'est un livre qui me fait trop envie. Et puis comme je suis seule ce soir, je me dis que c'est tellement une bonne idée de lire sur une maison hantée quand tu es tout seul chez toi le soir, dans cet appartement particulièrement, parce que mon appartement est assez grand et il craque énormément. Il faut savoir que j'habite à Lima, d'où mon t-shirt, commence à faire très chaud ici. Et en fait, il n'y a pas de double vitrage, tu vois, et il y a beaucoup de vent aussi à Lima. L'appartement craque énormément. Home Before Dark de Riley Sager, ça raconte quoi? C'est l'histoire d'une famille de 3 personnes qui va avoir une offre incroyable, où tu peux pas refuser en fait cette offre, pour une maison, une énorme maison, vraiment qui est bradée au niveau du prix. Donc le père et la mère vont décider d'acheter cette maison et vont s'y installer, ils vont y rester 20 jours je crois, et ils vont s'enfuir en pleine nuit, terrorisés, et ils vont plus jamais vouloir y mettre les pieds. De cette expérience, le père de famille va écrire un livre de non-fiction un peu à la Amityville sur ce qui s'est passé. Et 25 ans plus tard, on va suivre Maggie qui est la petite fille du couple et qui à l'époque avait seulement 5 ans et qui va hériter de la maison à la mort de son père. Dans le résumé, on nous dit que elle ne croit pas du tout aux fantômes. D'ailleurs, elle veut comprendre pourquoi son père a écrit un tel livre. C'est quelque chose qui a l'air d'être assez compliqué pour elle dans sa vie. Et donc, elle va retourner dans cette maison et apparemment, il va lui arriver des trucs un peu bizarre, un peu étrange. Donc oui, c'est la lecture que je prévois de lire ce soir. Voilà. Donc comme je ne sais pas vraiment combien de livres je suis capable de lire en plus ou moins 24 heures, peut-être que ça sera finalement 15 heures de lecture, je sais pas. Je sais que je lis pas très vite non plus, et en plus je lis les livres en anglais, donc je lis peut-être encore même moins vite. On verra. Du coup, c'est pour ça que je me suis prévu une pioche à lire. Et le prochain livre que j'ai mis dans ma pioche à lire, c'est The Spell Shop de Sarah Beth Durst, pas facile à dire. C'est un livre qui est pas très long, qui fait 365 pages. C'est pour ça que je me dis que ça peut être un livre judicieux à lire dans un readathon. Par contre, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que c'est plutôt classé comme un cozy fantasy. Et le cozy, moi, me fait un peu peur parce que souvent, quand on dit cozy, c'est un petit peu chiant. Dans le sens où il se passe pas une tonne de trucs, c'est plutôt contemplatif, c'est plutôt une atmosphère, une vibe, et je me dis que si je suis fatiguée, le cosy c'est peut-être pas très judicieux. C'est pour ça que je sais pas si je vais lire celui-là maintenant. Sinon, j'ai aussi un autre livre de Roshani Chokshi, je sais pas si je le prononce bien, je suis désolée, qui s'appelle La promise au visage de fleurs. Je l'ai en anglais, The Last Tale of the Flower Bride. Ça va être quelque chose de beaucoup plus gothique, mystérieux aussi. Pareil, c'est un livre qui fait seulement 320 pages, je crois. Peut-être un peu plus en Kindle, mais en tout cas, c'est pas un très gros livre. Alors, au niveau du résumé, ça dit quoi? Une histoire somptueuse, imprégnée de gothique, sur un mariage qui est défait par de sombres secrets, une amitié maudite qui se termine en tragédie et le danger de croire aux contes de fées. Il était une fois un homme qui croyait aux contes de fées et qui avait épousé une femme belle et mystérieuse nommée Indigo Maxwell Castañeda. Il était un érudit des mythes, elle était l'héritière d'une fortune. Ils échangèrent des cadeaux, des histoires et crurent qu'ils pourront vivre heureux jusqu'à la fin de leur jour. Et en échange de son amour, Indigo obtint une promesse que son époux ne fouillera jamais dans son passé. Mais lorsqu'Indigo apprend que sa tante est mourante et que le couple est contraint de retourner dans la maison de son enfance, la maison des rêves, le jeune marié se retrouvera bientôt incapable de résister. Peut-être que cette femme Indigo n'est pas ce qu'elle semble être, puisqu'elle a l'air d'avoir des sacrés secrets.
Qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Donc voilà, ça a l'air assez mystérieux, gothique, intéressant. Il fait que 308 pages, voilà. Donc c'est pas une grande lecture et ça peut être intéressant pour ce readathon. Ça va vraiment être une expérimentation en fait, ce vlog. Je me pose la question comment tu fais pour lire vraiment sur une grosse période de 24 heures comme ça au maximum. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question pour le moment. C'est parti pour ce défi, on va voir dans quel état je serai dans 24 heures. Attendez, il faut que je vous dise l'heure qu'il est. Nous sommes le lundi 4 novembre, il est 15h33. On va dire qu'on commence le défi à 15h35. Voilà, bah écoutez, c'est parti pour ce readathon. 15h35. Je me suis fait un petit café parce que je pense que je vais en avoir besoin aujourd'hui. Alors, concernant ma petite lecture de Home Before Dark de Riley Sager, pour l'instant, je trouve que ça commence vraiment bien. On est dans un peu un mystère qui commence à s'installer. Le père de Maggie vient de décéder et ce qui est assez intéressant, c'est que sur son lit de mort, il va lui dire quelque chose d'assez mystérieux. Il va lui dire que c'est dangereux pour elle de retourner là-bas et elle comprend tout de suite qu'il s'agit de la maison, mais elle comprend pas pourquoi son père lui dit ça. Et on va apprendre par la suite qu'elle a hérité de la maison, mais elle savait pas que la maison appartenait toujours à son père. Elle pensait que ses parents avaient vendu la maison. Et donc elle se retrouve en fait propriétaire de cette maison extravagante, assez grande. Et on comprend en fait dans le début du livre que Maggie a beaucoup souffert finalement de ce livre. Elle l'appelle The Book, le livre même, avec une majuscule, parce que elle est décrite déjà dans ce livre comme un personnage et ça fait bizarre pour elle parce que finalement c'était elle vraiment en tant que petite fille. Elle avait 5 ans à l'époque où ça s'est passé et surtout elle ne croit pas du tout que son père ait écrit la vérité. Ça a eu un énorme succès de façon assez incompréhensible finalement, mais elle est persuadée que c'est faux. Ce qui est bizarre aussi dans cette histoire, c'est que finalement ses parents n'en ont jamais parlé. C'est en fait un sujet tabou complètement dans la famille. Je peux déjà comparer en fait avec How to Sell a Haunted House que j'ai lu juste avant et que j'ai abandonné parce que, alors c'est mon avis, encore une fois, j'ai du mal avec quand je donne des avis qui sont pas très positifs, parce que je sais qu'un livre qui peut être très mauvais pour moi peut être le 5 étoiles de quelqu'un d'autre. C'est tout à fait possible, c'est un avis complètement subjectif. Mais How to Sell a Haunted House, pour moi, c'était vraiment un livre très mauvais, même, je vais le dire, navet, carrément. Parce que vraiment c'était complètement, ça partait dans tous les sens, les personnages étaient très caricaturaux et on le voyait dès le début du livre en fait, dès le début du roman c'était too much. Alors que celui-là, je vois directement la différence pour avoir passé d'un livre à un autre, je vois directement la différence, vraiment c'est saisissant. Donc déjà je suis rassurée parce que ça va être une lecture, je pense, que je vais apprécier, en tout cas pour l'instant c'est le cas. Il y a un mystère, voilà, mais c'est subtil par rapport à l'autre livre, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus fin, on voit qu'il y a une construction de personnages, on voit qu'il y a une psychologie de personnages là-dedans, il y a une histoire familiale, tout ça se met en place. Il y a peut-être une enquête qui va se mettre en place pour savoir si vraiment ce qu'a écrit son père était vrai ou s'il a brodé. Voilà, quelles sont les raisons pour avoir écrit ce livre, pourquoi n'en avoir jamais parlé? À voir, à voir. Intéressant en tout cas. Alors voilà, je suis prête à continuer ma lecture. J'ai donné à manger à Litchi, je me suis fait à manger, on a joué un peu ensemble, j'ai regardé un épisode de The Last Kingdom. Je m'arrête, c'est pas facile parce que là ça devient vraiment intéressant. À chaque fois qu'un épisode se termine, j'ai juste envie de continuer la série, mais non, je vais m'arrêter parce que j'ai très envie de continuer aussi mon livre. Il commence à se passer des choses vraiment bizarres, comme un tourne-disque qui s'allume tout seul,
le chandelier qui s'allume tout seul lui aussi, des bruits, des portes qui s'ouvrent, des portes qui claquent. Ouh là là, ça devient intéressant et un peu flippant, mais bon, j'ai Malichi qui va gentiment me protéger. Je sais pas vous si ça vous fait ça, mais le fait d'avoir un chien ou un autre animal, peut-être même un chat aussi, dans une pièce, c'est un peu un détecteur à fantôme ou un détecteur à présence, on va dire. Si ma chienne ne réagit pas et que j'entends un bruit, tout va bien, on est safe. Mais si elle commence à réagir, là j'ai peur. Alors j'en suis à 48% et... oulala je crois que je vais faire des cauchemars cette nuit. La maison est très bizarre et on a fait des découvertes pas terribles, on va dire. Donc on continue à suivre le livre écrit par le père de Maggie, que l'on découvre au fur et à mesure, par exemple comme ça. Quand c'est écrit comme ça en gras, c'est le livre du père de Maggie, qui s'appelle House of Horrors, donc la maison de l'horreur. Chaque chapitre est une nouvelle journée qu'il passe dans la maison avec sa famille et à chaque fois il se passe des trucs vraiment bizarre. On a une tension qui monte aussi constamment puisque on sait que au bout de 20 jours, ils vont s'en aller suite à un événement traumatique qu'on ne sait pas, on ne sait pour l'instant pas ce que c'est. J'aime beaucoup ce que je lis, donc déjà c'est pas difficile pour me motiver pour la lecture. Maintenant je sais pas jusqu'à quel degré de terreur. Pour l'instant j'en suis pas à la terreur. Je ressens un peu d'appréhension dans la lecture du livre, de la peur peut-être pas encore, la terreur pas du tout, mais jusqu'à où ça va aller, je ne sais pas. On verra. J'en suis à 71% dans le livre, je suis très accrochée et franchement assez flippée. J'aime bien vraiment parce que c'est subtil mais en même temps ça te met un peu le malaise. Donc c'est exactement le genre de livre que j'aime bien parce que ça me fait assez peur. Un petit peu quand même, oui oui un petit peu quand même. Là ils sont en train de se dire et si on faisait le jeu de Ouija? Je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense que c'est pas une bonne idée. Est-ce que j'ai envie de passer la prochaine page? Je sais pas. Parce que comme je vous ai dit que mon appartement faisait beaucoup de bruit, eh bien ça ne manque pas puisque il y a pas mal de vent ce soir et depuis tout à l'heure j'entends sur la terrasse le parasol qui pam pam. Ça me met dans l'ambiance. Oui oui, ça me met dans l'ambiance. J'aime bien parce que c'est aussi efficace, hein, c'est ce qu'on recherche quand on veut lire ce genre de livre. Donc voilà, il se passe pas une tonne de trucs dans le sens comme How to Sell a Haunted House où vraiment ça partait dans tous les sens et ça devenait ridicule. Là j'aime vraiment bien parce que c'est plausible. Voilà, c'est quelque chose qui est plausible et vraiment on se pose la question, est-ce que c'est vraiment des entités? Est-ce que c'est l'imagination? Est-ce que c'est quelque chose de plus terre à terre? J'apprécie beaucoup la lecture et en même temps je suis un peu stressée. Là genre tu vois je filme et je vois le retour caméra ici et je me dis j'espère qu'il n'y a pas un truc derrière moi. Allez je vais continuer. Let's do this. Pourquoi je me fais des trucs comme ça? Je sais pas. Coucou, et ben voilà, j'ai terminé le livre. Je dois réfléchir un petit peu avant de vous donner toute mon appréciation, etc. Parce que c'était vraiment... Mais voilà, est-ce que c'était une bonne idée de lire ce livre quand je suis toute seule la nuit? Ah, bah là il est presque plus d'1 heure du matin. Non, c'était pas une bonne idée. Je suis encore sous le coup de l'émotion parce que j'ai quand même eu assez peur quand même. Voilà, moi c'est vraiment tout ce qui fonctionne chez moi, ce genre de livre où il y a vraiment une atmosphère, où il y a des trucs qui se passent dans la maison, tu te sens tout le temps en danger. En plus c'est une héroïne toute seule dans une énorme maison. J'ai eu peur. Je vais regarder The Last Kingdom, au moins un épisode c'est sûr parce que je peux pas dormir tout de suite, j'ai la trouille. Non mais là ça me reste vraiment en tête les trucs qui se sont passés dedans. Alors sinon en très courte phrase mais je vous en reparle demain.
J'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était assez intense, c'était vraiment bien fait, bien ficelé, c'était intéressant, c'était top. Mais voilà, les notes et tout, il faut que je repose un petit peu tout ce que je viens de vivre avec ce livre. Je suis pas tout à fait à l'aise dans ma maison toute seule. Ça, c'est une chose qui est sûre. Voilà, à demain, ou plutôt à tout à l'heure, parce qu'on est déjà demain. Il est 7h27 du matin. Et le pire, c'est que je suis prête. J'ai même, je me suis occupée de litchi. Je me suis fait mon petit déjeuner pomme avec un peu de beurre de cacahuète. Mon café qui est ici et qui m'attend impatiemment. Ou c'est moi qui l'attends impatiemment plutôt, parce que franchement, j'ai eu une courte nuit. Donc, j'ai regardé mon épisode hier pour me changer les idées. J'étais vraiment épuisée. Je crois que j'ai tenu jusqu'à 2h du matin, du coup, en regardant un épisode encore d'1 heure. En plus, ça s'est terminé sur un truc. J'avais trop envie de regarder un autre épisode, mais j'en pouvais plus. Et puis, je me suis réveillée genre à 6h du matin parce que j'étais en train de penser « Je veux lire le prochain livre, je veux lire le prochain livre. » That's dedication, that's dedication. Ouais, j'étais hyper motivée. Donc, je pense que ce matin, je vais déjà commencer parce que je me rends compte que je lis vraiment pas très vite. Hein. Je sais pas si parce que c'est en anglais, il faudrait que je voie en français combien de temps je mets pour lire un livre, mais j'ai que des livres en anglais en fait. Hier, le livre, je sais plus, il faisait 400 pages, je crois, quelque chose comme ça. J'ai dû mettre au moins 8 heures pour le lire. Donc là, j'ai pris un livre plus petit. Hein. On va être sur 294 pages, 294 pages. Et donc j'ai choisi de lire La promise aux cheveux de fleurs, je crois que ça s'appelle en français. Je vais commencer ça là maintenant, j'espère que ça va être bien et accrocheur surtout parce que évidemment je suis un peu fatiguée. 300 pages pratiquement, ça va me faire au moins 7 heures de lecture je pense et j'ai que jusqu'à 15h30. Donc c'est du boulot. J'ai du boulot. Et puis il faut que je m'occupe de la demoiselle ici, encore, parce qu'il faut qu'on aille faire une belle sortie tout à l'heure. Je prendrai mon livre pour aller au parc, ça c'est pas trop un problème. J'espère juste que le temps sera un peu meilleur pour lire au parc, parce que là, bah, c'est comme tous les jours à Lima en fait, ça change pas. C'est gris, c'est moche, par contre il fait chaud. C'est la différence avec il y a quelques mois. Maintenant il fait déjà chaud. Le matin je suis déjà en t-shirt et j'ai chaud là. Alors je vous reprends parce que j'en suis à 15% du livre, 9h01 exactement. Je viens de faire un tour avec Litchi pendant 20 minutes. J'avais besoin de faire une pause dans ma lecture et d'aller me balader. Je ne sais pas exactement comment décrire le livre pour le moment parce que je trouve que la plume de l'autrice est vraiment particulière, très jolie. Ça me fait penser quelque chose de l'ordre du rêve, de l'ordre de la poésie. Je trouve ça assez lyrique. On a l'impression que c'est pas réel, on a l'impression qu'on est dans quelque chose de l'ordre de l'imaginaire, du fantastique. C'est assez déroutant tout ça parce que ça se passe, j'ai l'impression, dans le présent. Il n'y a pas d'éléments fantastiques, il n'y a pas de sorcière, il n'y a pas de tout ça jusqu'à présent, là, au 15% où j'en suis. Il n'y a pas d'éléments fantastiques. Et en même temps, il y a ce côté extrêmement lyrique du texte. Donc là, les personnages se sont rencontrés. Je trouvais que la rencontre était assez... Voilà, c'est assez étrange en fait. La manière dont ils se parlent, les dialogues, ça paraît pas quelque chose issu de la réalité. Ils se parlent pas comme si un couple venait de se rencontrer et se parlait. Eux, ils parlent des mythes, ils parlent des légendes. Lui, on sent que il recherche beaucoup tout ce qui touche aux mythes, aux légendes. Et elle, elle est héritière, mais je sais pas non plus, j'ai pas très bien saisi de quoi est issue sa fortune. Par contre, bon, elle est extrêmement riche, hein, puisqu'elle a beaucoup de propriétés dans différents pays du monde, notamment à Paris également. Un mixte en fait entre quelque chose de réel, mais en même temps, toutes les descriptions, même la façon dont ils se rencontrent, la façon dont ils se parlent, les dialogues, ça paraît complètement fantastique. Ils se parlent à travers les contes et légendes, donc il y a beaucoup de métaphores par rapport aux légendes, aux contes aussi. Et puis pareil, dans le résumé, on nous dit qu'elle, elle accepte de l'épouser
Mais par contre, il ne doit pas chercher dans son passé, mais elle ne lui dit pas vraiment comme ça, c'est beaucoup plus subtil, c'est encore une fois un parallèle avec les contes. Encore une fois, ce qui rajoute à l'univers étrange et à l'atmosphère du livre, c'est que lui, il avait un frère, voilà, il a vu sa mère être enceinte, il a joué avec son frère pendant des années, voilà, il a construit un lien avec son frère. Et un jour, son frère va dans une armoire, se cache et il le retrouve plus. Sa mère, ses parents lui disent mais tu n'as jamais eu de frère. Et c'est très bizarre, vous voyez, parce qu'on dit, mais encore une fois, est-ce qu'on est dans le mythe, est-ce qu'on est dans la réalité? On a l'impression que dans ce livre, la réalité se mélange au mythe. Et on ne sait pas en tant que lecteur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. La tante d'Indigo est sur le point de mourir malheureusement, donc elle retourne sur une île, alors j'ai pas très bien compris où c'était exactement, et son mari va être de plus en plus curieux. J'ai plus de place sur ma carte SD, donc je reviens plus tard pour vous faire un point sur cette lecture. Je continue à lire. Coucou. Les amis, je suis fatiguée. Je viens de terminer de déjeuner, il est à peine midi, mais j'avais super faim. Je lis depuis 7h30, j'ai fait quelques pauses, j'ai fait du yoga, j'ai sorti Litchi, j'ai majoritairement lu et j'en suis à 50%. Je suis épuisée. Pourquoi? Parce que le style du livre est, tournons-le de façon positive, c'est atmosphérique, c'est onirique, c'est poétique, lyrique, c'est un petit peu long quand même. On en est à 50%. Alors on peut apprécier la plume de l'autrice, mais à un moment donné, il faut quand même dans ton récit que ça avance. Parce que sinon, c'est redondant. Et là, franchement, pour moi, depuis déjà bien 30% du livre, je trouve que c'est extrêmement redondant. On est toujours sur les mêmes questionnements. Je suis toujours en train de me dire, mais est-ce qu'on est dans le rêve ou dans la réalité? On est sur deux points de vue. Point de vue du mari. Alors le mari, il a même pas de prénom, il me semble. Le gars s'appelle The Bridegroom, donc il a pas de prénom. Il a pas de prénom. Donc on suit le point de vue de bridegroom, donc l'époux quoi, on va dire. Il y a deux narrations, deux périodes aussi différentes dans le temps. On suit donc le présent avec l'époux d'Indigo et on suit le passé avec Azur. Et comme ça nous permet de confronter deux points de vue de gens qui sont très proches d'Indigo et qui finalement ont un peu les mêmes expériences avec elle. Oh, c'est la plus belle. Oh, on ne te voit pas sur la caméra. Et ça te fait une grosse tête. C'est ce que je disais. Oui, ça n'avance pas, ça n'avance pas. C'est très joli, l'écriture, tout ça, c'est très bien. C'est vraiment une écriture un peu de conte de fées. C'est extrêmement onirique au point que il se passe des choses, voilà, on a l'impression qu'on est dans un rêve à chaque fois. Et finalement, l'intrigue, elle n'avance pas. Elle n'avance pas. La seule chose que je peux dire... Attends, je te mets comme ça on te voit. La seule chose qu'on peut vraiment dire, c'est que oui, on comprend de plus en plus qui est Indigo, mais bon, je crois que là, ça fait déjà un moment que j'ai compris un petit peu son personnage, tu vois. Donc, je navigue un petit peu. Encore, tu veux des câlins? Trop mignonne. Donc, je navigue parce que j'ai du mal à voir où va l'intrigue, qu'est-ce qu'elle veut nous dire parmi tout ce vocabulaire et ces jolies phrases. Moi maintenant je suis un peu fatiguée. Déjà je suis fatiguée parce que j'ai lu longtemps hier et que je suis fatiguée physiquement. Mais je suis aussi fatiguée de... oui ma belle, d'attendre qu'il se passe quelque chose dans cette histoire. Les gars, je suis à 50%. Il me dit que j'ai encore 3 heures de lecture. Et là, je crois que j'ai pas le courage, mais je vais me forcer. C'est exactement ce que je reproche à ce genre de livre qui veut faire une belle plume patati patata, mais à un moment donné, ta belle plume c'est bien, mais il faut aussi que ça serve ton récit, ça serve ton livre. Si c'est juste pour nous faire des belles phrases et qu'il ne se passe rien, qu'est-ce que tu fais? Tu veux que la maîtresse arrête de lire ce livre et tu veux des câlins. Tu sais qu'on va sortir, on va aller au parc, on va aller se détendre un peu au parc, d'accord? Oui. Oui, parce que là, moi j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de prendre l'air. Normalement, je termine le défi à 15h35. Il me dit que j'ai encore 3 heures de lecture, donc ça commence à être un peu juste parce que
Je pense que je lis moins vite que ce que la liseuse me dit. C'est dur. C'est parti. Il me regarde. Alors il est 14h20, pratiquement 14h20. J'ai terminé ma lecture de La promise au visage de fleurs. Il est temps pour moi de vous en parler et ensuite de clôturer ce vlog Readathon de presque 24 heures parce que j'ai fini un petit peu avant. En tout cas, j'aurai jamais le temps de commencer un livre maintenant et de le finir, donc on va s'arrêter là. Ça a failli pour moi être un abandon parce que vraiment à partir déjà de 30%, je trouvais que le récit était extrêmement lourd. Au début, les premières pages, je me suis dit, tiens, il y a une belle plume. On parle beaucoup des mythes, des légendes. Les personnages sont fascinés par les mythes et les légendes. Donc, il y a une atmosphère également très onirique. Au début, tu te dis, tiens, c'est intéressant. En plus, ce livre est décrit comme une fantaisie. Donc, tu as un peu cet univers-là de réalisme magique, fantaisie, etc. avec la prose. À partir de 30%, moi j'avais l'impression de tourner en rond dans le récit, j'avais l'impression que l'intrigue n'avançait pas, il y avait beaucoup de répétitions par rapport aux histoires personnelles des personnages. Finalement, ce que je reproche au livre, c'est ce que j'avais aimé finalement au début, c'est finalement l'utilisation de métaphores luxuriantes, enjolivées en plus par cette prose extrêmement sirupeuse. On est complètement perdu dans cet amas de synonymes, d'images et tout. Moi j'aime bien les belles plumes, et ça me fait un peu penser à Porcelaine sous les ruines parce que je trouve que les titres sont très poétiques. Les deux textes sont assez oniriques, assez poétiques, etc. Sauf que Ada Vivalda, quand elle écrit Porcelaine sous les ruines, c'est extrêmement bien écrit, mais on suit quand même l'intrigue, il y a quand même quelque chose qui se passe en plus d'un joli texte, alors que dans ce livre-là, c'est une succession de superbes métaphores, mais au final, ça nous dit pas grand-chose, il manque de la consistance en fait derrière ça. Donc finalement, je suis arrivée vraiment au bout du livre, mais de façon très fastidieuse, et si ça n'avait pas été pour le vlog, je pense très sincèrement qu'à 50%, je l'aurais abandonné. Et surtout, j'avais deviné ce qui allait se passer, je pense dès, je sais pas, 40 ou 50%. Je me rappelle plus quand je me suis dit, tiens, je suis sûre que s'il se passe ça. Puis en fait, le dénouement final, bah, c'est ce que j'avais deviné déjà depuis plus de la moitié du livre. Donc, je veux dire, même la fin ne m'a pas surprise. J'ai pas trop compris pourquoi ce livre était classé en tant que fantasy, horreur et gothique. Je trouve pas que ça corresponde vraiment au livre en termes de fantaisie. Je veux dire, à part la prose, mais tout ça, c'est le champ lexical qui veut donner cet aspect-là. En termes d'action, en termes d'histoire, il n'y a rien de fantaisie. Je pense des gens qui vont vraiment apprécier ce type de texte et ce type d'histoire où il n'y a pas forcément une grande intrigue, mais où c'est plus du texte, etc. Moi, j'aime bien les belles plumes, mais il m'en faut quand même un peu plus au niveau intrigue, au niveau rythme aussi, parce que ça, c'était assez lent. Le rythme était quand même... Et il y avait des répétitions. Donc bref, ça m'a pas vraiment plu. Je l'ai lu jusqu'au bout, mais c'était quand même fastidieux. Par contre, je voulais quand même revenir sur Home Before Dark de Riley Sager. Hier, je l'ai terminé avec le trouillomètre à 0. Et je voulais vous en reparler un petit peu maintenant. Pour vous dire que c'était vraiment une super lecture, par contre ça j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai mis 4,25 finalement en y réfléchissant un peu à ce livre. Je voulais un livre qui soit, qui m'amène des émotions un peu de peur, style voilà, maison hantée, et j'en ai eu pour mon argent. Pour moi, il y avait vraiment une atmosphère, une ambiance de maison hantée. J'ai eu peur, alors je pense évidemment que tout le monde n'est pas sensible aux mêmes choses. Peut-être que j'aurais lu ce livre dans un parc ou dans un café avec plein de gens autour, j'aurais pas eu autant peur. Mais là, le fait de le lire le soir dans mon appartement, quand j'étais toute seule, en plus il y avait ce vent qui tapait, j'entendais plein de bruit partout.
Franchement, j'étais mal à l'aise, j'étais assez flippée. Et après, j'étais là, je regardais derrière mon épaule tout le long du livre. On est questionné en tant que lecteur parce qu'on se dit, mais est-ce que je suis en train de lire un thriller? Est-ce que je suis en train de lire un thriller psychologique? Est-ce que je suis en train de lire un livre sur le paranormal? C'est hyper efficace en termes d'ambiance. J'ai apprécié la fin parce que dans ce genre, que ce soit des livres ou des films d'ailleurs, dans ce genre-là, maison hantée et tout, souvent le début est bien et puis la fin laisse à désirer, alors que là, franchement, la fin m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé, j'étais surprise, je trouvais ça vraiment pas mal fait. Et j'ai aussi aimé la subtilité dans ce livre. Il n'y a pas des explosions, des machins qui tombent dans tous les sens. C'est plus subtil que ça et du coup ça fonctionne bien pour faire peur, faire monter la tension et se poser vraiment des questions. Je vais donc maintenant pouvoir clôturer ce readathon. J'ai lu 2 livres, ça représente presque 800 pages, 730 pages de lu en 24 heures, sachant que tu fais quand même ta vie aussi à côté, hein, fais pas que de lire, de toute façon c'est pas possible de rester concentré des heures et des heures et des heures. Et puis il y a tout l'aspect film en fait, parce que faut quand même être présentable devant la caméra, il faut faire attention aux batteries, ça se décharge très rapidement, cette petite caméra là. Et puis aussi les cartes SD là où à chaque fois t'as pas de place dans ta carte SD dès que tu filmes 30 minutes. Donc ça il faut aussi penser tout le temps à s'occuper du côté technique du tournage. Là j'ai qu'une envie, c'est aller me poser devant la télé, devant The Last Kingdom et ne plus penser à rien. Et en plus malheureusement pour moi la deuxième lecture était un peu fastidieuse, pas de bol. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce pour cette vidéo. En tout cas, moi je peux vous dire que la prochaine fois que je vais voir un readathon, maintenant que je sais ce que c'est que de filmer un readathon de 24 heures, je mettrai un pouce direct. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais aller me coucher et je vous retrouve très bientôt. Ciao! Écoutez, je viens de terminer la vidéo et on vient d'avoir un tremblement de terre. J'étais en train de vouloir prendre de l'eau et je vois le frigo qui vraiment se met à trembler de fou et toutes les vitres se sont mises à trembler. J'ai eu super peur. Punaise! Tout va bien. Eh bien, que d'émotions, que d'émotions.